Alors, pour ce dernier cours, on a la chance d'accueillir Sébastien Morizet, qui vient de Grenoble, exprès pour nous aujourd'hui, pour nous présenter donc une étude, une recherche, un travail de recherche, dont il va nous parler, donc je ne vais pas déflorer, mais sur le vernaculaire, qui a été faite en coordination avec plusieurs écoles et laboratoires européens, et notamment autour de la Méditerranée, et avec l'idée de tirer des leçons de ces architectures vernaculaires, ce qu'on a essayé de faire tout au long du semestre ensemble, et qui va notamment aussi orienter ces leçons vers une capacité à analyser des projets d'aujourd'hui, conçus par des architectes, donc pas vernaculaires, ou avec des habitants, mais en tout cas des pratiques plutôt d'aujourd'hui, et voir comment toutes ces leçons permettent d'apporter des grilles de lecture à des projets, on va dire, vertueux sur le plan environnemental et social. Et c'est très important d'ailleurs cette double lecture environnementale et sociale. Voilà, un petit mot, c'est donc une conférence. C'est le dernier cours. L'année dernière, on avait accueilli Dominique Gozin-Müller sur un cours sur l'architecture du Vorarlberg en Autriche, l'architecture écologique du Vorarlberg. Cette conférence avait été enregistrée et est visible sur le site de l'école, de même que celle d'aujourd'hui sera enregistrée et visible sur le site de l'école plus tard. Donc ça vient aussi enrichir le patrimoine de notre école, cette conférence. Voilà, donc Sébastien Morizet, architecte, qui vient du laboratoire et de l'association Crater, qui a été fondée à peu près en 1973, suite au premier choc pétrolier, et qui s'est très tôt interrogé, cette association, donc, sur la capacité à construire en terre pour répondre aux défis environnementaux, énergétiques et sociaux qui se présentaient dès ce choc pétrolier de 1973. Et voilà, et qui continue aujourd'hui. Et donc Sébastien, on est un digne représentant qui a rejoint l'équipe de Crater dans les années 93, au bout de 20 ans. En 93, voilà. Il y a 30 ans quasiment. Voilà. Donc Sébastien, à toi, et merci encore d'être là. Merci beaucoup Guillaume pour l'invitation qui me permet de découvrir votre belle école, qui est beaucoup plus belle que la nôtre à Grenoble, et de découvrir votre belle région. Malheureusement, je pars demain, mais j'ai toujours rêvé de voir la Normandie par la documentation et surtout par votre patrimoine terre qui est extrêmement riche. J'ai vu des tas de longères en photo, mais je ne les ai jamais vues en vrai, donc il faut que je revienne pour les toucher, pour comprendre ce que c'est dans la réalité. Voilà. Donc je vais vous parler en effet d'un programme européen sur lequel j'ai eu la chance aussi de collaborer avec mes collègues en 2014-2015 qui s'appelait Versus. Donc c'est la jointure de deux mots qui est vernaculaire et sustainable en anglais, donc qui a donné ce Versus. L'idée étant d'essayer de comprendre à partir du patrimoine vernaculaire quelles leçons on pouvait extraire, et puis de ces leçons, comment finalement en extraire un outil qui pourrait nous formater mentalement, nous préparer pour créer des architectures qui fassent plus sens dans leur territoire. Donc il y aura plusieurs parties dans cette présentation. Je vais vous parler très rapidement du programme Versus, parce que finalement la jeunesse du programme, je ne veux pas vous embêter trop avec ça, mais je vais vous expliquer comment on a procédé en quelques minutes. Après, très vite, je passerai une grosse partie de la présentation sur les 15 principes, en vous montrant des images, différentes images d'architecture vernaculaire, qui illustrent ces 15 principes. Ce qui nous a intéressé, et je reviendrai là-dessus, c'est d'aller au-delà de simplement se dire, tiens, cette architecture, elle est très belle, il y a toujours cet effet carte postale qu'on a tous face au vernaculaire, de se dire, vous avez les images, je ne sais pas, d'une petite maison en pierre en Bretagne avec des hortensias devant, ça fait une très belle image. Mais de se dire que toutes les architectures vernaculaires sont intéressantes, et même une architecture qu'on n'a pas envie de prendre en photo, qui pourrait être moche, peut-être a quelque chose de très sympa derrière à étudier dans la manière dont elle a été construite. Par exemple, peut-être que les gens qui ont utilisé cette maison-là l'ont construite en quelques mois sans dépenser d'argent par des systèmes sociaux très intelligents qui leur a permis ensuite de vivre toute leur vie sans avoir de prêts bancaires à rembourser. Donc il y a plein comme ça de dimensions qu'on va essayer de sortir de ces architectures vernaculaires pour essayer d'en tirer des principes et des leçons qu'on peut utiliser aujourd'hui. Après, je pense qu'on fera une mini-pause pour vous laisser un peu respirer. Et après, j'irai vous montrer quels usages on peut faire de ces outils que je vous propose. Une première série d'usages qui sont les usages pédagogiques, parce que je ne suis pas le seul à utiliser l'outil. On est plusieurs enseignants d'architecture à utiliser cet outil-là pour aider les étudiants
à la fois à mieux lire le paysage, mais aussi à mieux préparer leur projet, notamment préparer vos argumentaires quand vous arrivez devant un rendu avec un projet à vous, être soi-même conscient de quelles sont les forces de mon projet, quelles sont les faiblesses, et d'avoir la capacité d'argumenter, de dire oui, j'ai choisi de faire ça, je sais que ça va être au détriment d'un autre aspect du vernaculaire, du soutenable, mais en être conscient. Donc utilisez ces outils pour mieux argumenter vos projets. Et je finirai par des projets que l'on a pu faire à Cratère, où on utilise justement ce type d'outils pour aller très vite, en quelques jours, tirer les leçons d'un secteur, d'un paysage que l'on ne connaît pas. À Cratère, pour la plupart d'entre nous, on a pu travailler dans 30, 40, 50 pays. Très souvent, on est parachuté dans des milieux culturels que l'on ne connaît pas du tout. Et en très peu de temps, on doit produire des architectures. Comment est-ce que l'on fait ? Eh bien, justement, c'est en tirant les leçons et tout le génie, tout le cumul des intelligences de ces territoires-là qu'on arrive à produire des choses. Donc, je vous montrerai comment on procède pour arriver très vite à faire des plans, sans apporter nos idées à nous, mais en allant piquer les idées des autres qui ont eu le génie de travailler pendant des siècles et d'améliorer des choses. Donc, Versus, il y avait 5 partenaires européens sur ce programme-là. Donc, c'est des partenaires, en fait, on était déjà assez copains, parce qu'on avait travaillé ensemble dans le passé sur des projets européens, dont un projet qui s'appelle Terra Incognita. Peut-être vous trouverez des ressources sur Internet. Le porteur de ce projet Versus, dans la phase que je vous présente là, qui était en 2014-2015, était l'université portugaise de Vila Nova de Cerveira, qui était une toute petite école d'architecture au nord du Portugal, qui aujourd'hui est fusionnée avec l'école de Porto. Donc les profs existent encore, mais l'école en soi, elle est fermée. Il y avait un partenaire espagnol qui est le Polytechnique de Valencia, et donc le département d'architecture de l'Université Polytechnique de Valencia, qui travaille aussi depuis de très longues années sur le patrimoine vernaculaire espagnol et qui ont produit des masses énormes de connaissances sur toutes les architectures espagnoles. Ensuite, il y avait 2 universités italiennes, celle de Florence et celle de Cagliari en Sardaigne. Et finalement, les derniers, Cratère, donc nous qui représentions la France avec l'école d'architecture de Grenoble. Donc, les principaux objectifs tels qu'ils étaient présentés au programme européen dans le montage, c'était d'enrichir le savoir par rapport aux architectures vernaculaires, essayer d'en tirer un maximum de leçons. Deuxièmement, pour pouvoir les intégrer dans l'architecture contemporaine et améliorer leur durabilité. Et puis un troisième objectif qui est un peu bateau, qui est dans tous les projets européens, qui est l'interrelation entre pays européens et puis le dialogue interculturel. Alors, tout ce qui est sorti de Versus tourne autour de cette roue des 15 principes que vous avez peut-être vus dans des cours, ou que certains d'entre vous sont peut-être tombés déjà. Et on peut se dire pourquoi rajouter encore une grille de lecture à l'architecture alors qu'il en existe des tas. Vous avez toutes les grilles environnementales, les cibles HQE par exemple, ou les outils de nos partenaires, de nos voisins européens, les BREEAM en Angleterre, les Passive House en Allemagne, etc. Ces outils sont très très utiles. La plupart des autres outils sont des outils où on peut calculer des choses, par exemple calculer des quantités d'énergie qu'on va utiliser pour produire une architecture, la détruire, etc., tout au fil de son cycle de vie. Notre outil, il est pas quantitatif, il est qualitatif. Et il tend à essayer de couvrir certaines dimensions que ces outils ne couvrent pas. Alors, ces outils, les autres outils, là, sont tous nés principalement de la volonté de réduire la nuisance que nous, architectes, portons à la planète en créant des architectures finalement qui sont trop polluantes, qui utilisent trop de ressources, de la construction jusqu'au recyclage. Donc c'est très bien, c'est des outils qui tendent à être plus économes et plus attentionnés à ce que l'on fait. Et l'outil Versus, en fait, il a une approche un peu plus large, donc de regarder à partir du paysage jusqu'à notre architecture, qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que l'on va prendre en compte, y compris à des dimensions, par exemple, sociales ou culturelles. D'accord ? Donc on n'est pas dans le calcul technique des architectures, on est plus dans une approche globale, comme vous le verrez dans les 15 principes.
De ce programme sont sorties deux publications en 2015. Une petite publication qui va faire l'objet des prochaines 40-50 minutes de présentation, donc qui détaille les 15 principes versus. Et ensuite, il y a eu une beaucoup plus grosse... Donc la première était pilotée par Cratère, et puis celle-là a été pilotée par l'école de Florence, d'architecture de Florence en Italie. Et là, ça va beaucoup plus loin avec des articles scientifiques beaucoup plus détaillés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour arriver à ces 15 principes, ça n'a pas été simple. Il y a eu plusieurs rencontres entre partenaires européens, on s'est battu, on s'est mis d'accord, et on a défini cette grille qu'on a voulu la plus simple possible. Chacun d'entre nous, partenaires, on avait déjà des stocks de photos énormes. Je pense qu'à Cratère, on doit avoir 450 000 photos sur notre serveur d'architecture vernaculaire du monde entier. Mais on n'avait pas forcément des images pour illustrer les 15 principes. Et le fait d'avoir cette grille, on a décidé que chacun des partenaires, on allait retourner sur le terrain, sur nos terrains respectifs, pour, avec la grille en tête, prendre des photos qui illustrent les 15 principes. Alors, pour y parvenir à chacun, ce qu'on a fait, par exemple, côté français, c'est qu'on a pris la carte de France, on a sorti des livres, l'architecture rurale française, vous connaissez toute la série, des livres peut-être plus grand public, par exemple les plus beaux villages de France, des choses comme ça, des revues sur le patrimoine, et on a mis des vignettes sur la carte de France de tous ces lieux qui semblaient un peu exceptionnels au niveau de la conservation du patrimoine. Et ensuite, on a superposé à cette carte la carte météo au jour le jour pour voir où est-ce qu'il y avait du soleil pour prendre des bonnes photos. Et c'est pour ça que la pauvre Normandie ne fait pas partie du circuit que l'on a fait. Et on était vraiment, ça nous a brisé le cœur, mais il a fait très mauvais pendant les 3 semaines qui étaient prévues dans le programme pour documenter le patrimoine. Et c'est pour ça que sur la carte, on n'est pas passé par là. Mais je vous montre aussi cette carte pour vous dire que s'il y en a parmi vous plus tard qui vont mener des recherches et qui ont besoin d'images pour documenter des recherches précises sur le patrimoine, on a un énorme stock de plein de photos, pas seulement celle-ci. Là-dedans, on en a sélectionné que 360 sur les 5 partenaires. Et donc, il y a des milliers de photos encore en dormance qui pourraient être utilisées pour d'autres recherches à l'avenir. Donc, à partir de tous les stocks de photos que nous ont envoyés les Italiens, les Portugais, les Espagnols et les nôtres, on a fait des sélections pour illustrer les 15 principes, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, ces publications sont téléchargeables gratuitement sur Internet. C'est comme ça d'ailleurs que Guillaume nous a trouvés. Et donc, n'hésitez pas à en faire usage. Elles sont malheureusement en anglais. Elles sont à la bibliothèque, donc c'est super. Parce que j'avais pas d'exemplaires de reste, on n'en a plus en papier. Donc tant mieux si elles sont là. Je vais poser le micro. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à m'interrompre au cours de la présentation si vous avez des questions, si vous voulez témoigner de certaines choses que vous avez pu voir dans vos voyages, vos pérégrinations qui pourraient illustrer ce que je vous montre. Donc, la première série de principes sont les principes qui sont liés à l'environnement. Donc, il y a à chaque fois 5 principes. Donc, sur l'environnement, ces principes regardent comment d'abord l'habitat vernaculaire est issu du milieu dans lequel il est construit, quelles ressources il emploie, etc. Et comment il s'y intègre. Et donc, on va voir 5 principes, celui du respect de la nature, celui de l'implantation par rapport à tout ce qui est les flux de vent, de lumière, etc. Celui des déchets que l'on va produire en tant que constructeur. Celui de la santé à la fois des constructeurs mais aussi des utilisateurs. Et finalement, le dernier qui est celui de se prémunir de quelque chose qui est de plus en plus auquel on pensait ne pas être confronté, mais celui des aléas naturels avec de plus en plus de tempêtes et de changements climatiques qui nous affectent. Donc, sur l'idée du respect de la nature, l'architecture vernaculaire nous montre très souvent une espèce d'impact réduit de la construction sur l'environnement de différentes manières. Une des manières, par exemple, ça peut être la compacité. Là, vous voyez un petit village dans le sud de la France, au-dessus de Nice, qui s'appelle Payon.
où tous les villageois sont regroupés sur un éperon rocheux, donc ils prennent peu de place. Donc c'est pas seulement ce territoire-là qu'ils occupent, parce qu'il faut bien qu'ils mangent, ils vont pas sucer des cailloux, il faut qu'ils aient des arbres quelque part et des champs, etc. Donc il y a aussi un autre territoire qu'ils vont occuper, mais l'idée est quand même d'occuper le moins de place possible. Une autre dimension qui peut être aussi celle de l'adaptation à la topographie. Et là, vous pourrez peut-être penser à des tas de contre-exemples, mais on a tendance aujourd'hui, quand on prépare un terrain à la construction, à amener un bulldozer, tout mettre à plat pour pouvoir reconstruire sur une base entre guillemets propre, plutôt que d'essayer de s'adapter à la pente en faisant le moins de dégâts possible. On n'a jamais autant déplacé de terre qu'aujourd'hui avec du bulldozer et des outils qui transforment complètement le paysage. On va lire aussi le respect de la nature par une autre manière qui est le mimétisme. Donc c'est un mimétisme qui se fait un peu naturellement, mais le fait d'aller chercher des pierres ou de la terre ou du bois en montagne, on va naturellement refléter les ressources qui sont autour de ces architectures-là, simplement par la couleur et la matérialité. Et là, je vous montre que quelques exemples. Dans les livres, ça va plus loin, mais je veux passer assez vite sur les 15 principes pour l'idée aussi d'intervenir au minimum lorsque l'on construit. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus simple avec ce que l'on a à portée de main, comme vont le faire les oiseaux avec leur nid, par exemple. Là, on a un exemple en bas qui sont les tulous, qui sont des espaces de protection des bergers, de gens qui travaillent dans les champs, et qui empilent simplement des pierres à sec. Donc on imagine, on fait tomber ces pierres, ça redevient, elles reviennent sur le terrain d'où elles sont parties, avec un impact minimum sur la nature. Pareil avec la terre, si on utilise de la terre, et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir fait le tour du laboratoire et d'avoir vu de la terre partout, donc je suis content que ça fasse partie de votre cursus. La terre, vous savez, si vous la travaillez avec de l'eau, elle va revenir à la terre par elle-même si vous abandonnez le bâtiment. Du moment que vous ne mettez pas de ciment, de chaux avec, qu'elle est utilisée sans stabilisation, elle revient à la terre. Donc le respect de la nature, c'est vraiment ça, c'est la sobriété, utiliser impacter le moins possible sur son territoire et puis utiliser des ressources finalement qui vont, dans leur cycle de vie, impacter le moins possible. Et ça va changer complètement d'un endroit à un autre. À certains endroits, comme là vous êtes au Maroc, mais dans tout le Maghreb, vous pouvez voir des paysages comme ça, qui sont des architectures quasiment invisibles dans le paysage, jusqu'à ce que l'on arrive, qu'on s'approche à quelques kilomètres et qu'on découvre qu'il y a des habitations. Et puis dans d'autres endroits, là c'est plus près de chez moi, quand on est dans les plaines, on n'a que de la terre, quand on est en montagne, on a du bois ou de la pierre, et puis quand on est à mi-chemin comme ici, on peut avoir du bois, de la terre, et de la pierre et du bois mélangés. Voilà pour le premier principe. Le deuxième principe, c'est de bien s'implanter, mais pas par rapport simplement à la morphologie du terrain sur lequel vous intervenez, mais de bien s'implanter par rapport à tout ce qui est flux. Donc on a la chance d'habiter en fait dans des paysages qui sont dynamiques. Les températures changent, la lumière change, les vents changent, la pluviométrie, etc. aussi. Et donc, c'est très difficile quand on arrive sur un nouveau terrain de se dire mais comment je vais orienter ma maison, à quoi peut me servir le soleil du matin, à quoi peut me servir le soleil du soir. Et là, les architectures vernaculaires en elles-mêmes sont des vrais livres d'information, des manuels d'information pour vous guider dans vos choix. Le fait, par exemple, je vais prendre un exemple en haut, on voit pas très bien, on dirait que c'est des petites tombes, des petits mausolées, mais pas du tout, c'est des greniers, là, au Portugal. Donc c'est des espèces de petites boîtes qui sont surélevées par rapport au sol, dans lesquelles sont stockées des récoltes. Vous imaginez du blé, du maïs, des choses comme ça. Donc ils sont surélevés du sol pour être mises à l'abri de l'humidité et des rongeurs, et qui sont toutes orientées de la même façon pour que, d'une part, le vent puisse sécher la moindre eau qui pourrait venir, et d'autre part, le soleil aussi puisse chauffer ces éléments pour qu'ils restent toujours au sec. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est aussi tous ces villages vernaculaires, très souvent, sont très compacts, c'est-à-dire que les maisons vont se tenir chauds les unes les autres en hiver et vont garder le frais aussi en été. Si vous prenez les matériaux, les caractéristiques thermiques de ces matériaux traditionnels, elles sont très mauvaises finalement. Si on prend la résistance thermique de la pierre ou le coefficient thermique, les lambda
ces matériaux-là, on n'est pas du tout dans les 0,04, 0,08 qu'on cherche, on est dans des valeurs de 1 à 5 qui ne nous vont pas du tout. Et donc, mais l'intelligence de ces bâtiments-là, qui étaient mal isolés, c'était de se serrer, comme les bébés pingouins sur la banquise. Et donc voilà, ça aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant de réduire l'usage des matériaux d'isolation en cherchant à se blottir les uns contre les autres. Là, on est dans les Canaries, donc un tout autre climat. Donc c'est des maisons qui sont un peu ouvertes comme ça, avec deux grandes ailes, et en fait qui font dos aux vents principaux. Donc en se blottissant comme ça, ils créent une cour qui va bloquer le vent et qui fait un espace abrité. Vous allez voir aussi très souvent, vous avez certainement des images en tête, en Grèce, en Italie, à d'autres endroits, en Tunisie, vous avez des bâtiments qui sont peints en blanc, simplement pour réfléchir la lumière et réduire la température en surface. Là, j'ai des collègues qui travaillent par exemple en ce moment au Sénégal, qui construisent des grands hangars pour stocker les oignons, pour que les paysans ne soient pas obligés de brader leurs oignons à des prix tout à fait lamentables. Et donc pour qu'ils puissent les garder pendant quelques temps, ils ont fait des abris comme ça, avec des tours à vent pour la température. Et ils se sont rendus compte avec des instruments de mesure que simplement avec la peinture blanche, ils arrivaient à réduire de 10 degrés la surface du mur. Donc un mur en terre marron, il est à 40-50 degrés, et avec la peinture blanche, il tombe à 30-40 degrés. Voilà, donc d'une région à l'autre, vous allez voir comme ça, des dispositifs qui permettent de s'adapter, de profiter du soleil, de se protéger. En bas, vous avez aussi des habitations troglodytiques. Je sais que dans la région, il y en a aussi dans le patrimoine. Et vous pouvez avoir aussi des bâtiments qui se protègent de l'humidité. Si vous voyez que dans une région, toutes les portes d'entrée sont à 1,50 m, 2 mètres du sol, c'est peut-être qu'à des moments de l'année, il y a des problèmes d'inondation. Donc là, peut-être que ça existe en Normandie, avec ce que je vous montre là, c'est un mur en terre en Isère, dont le simple but est de stocker de l'énergie dans la journée pour la restituer la nuit quand il gèle. Donc au printemps, quand les arbres fruitiers sont en fleurs, pour éviter que les arbres fruitiers prennent le gel et perdent leurs fruits, il y a des vergers qui sont protégés comme ça avec des murs de terre. Peut-être il y a la même chose dans la région pour des pommiers. En Iran, ils le font pour des abricotiers et des pêchers. Bien s'implanter aussi par rapport à la lumière, ça peut être aussi des dispositifs qui ne sont pas architecturaux, comme le fait simplement de planter des arbres devant des façades, des arbres à feuilles caduques, donc qui vont faire une super ombre l'été pour que la maison reste au frais, et qui perdent leurs feuilles, qui laissent passer le soleil l'hiver. Ça, c'est aussi des dispositifs qui sont intéressants. Troisième élément du respect de l'environnement, c'est celui de la diminution de la pollution et des déchets. Vous pourrez regarder dans les jours à venir, après cette présentation, quand vous passez devant un chantier quelconque, vous allez voir, il y a systématiquement des bennes de chantier devant tous nos chantiers en France, où on va mettre des plastiques, on va mettre des chutes de polystyrène, on va mettre des chutes de tuyaux PVC, et plein d'autres. Et parfois, les bennes sont tellement pleines qu'on a envie de se servir dedans, de se dire, mais avec tout ce que j'ai là, de palettes, de machin, je pourrais faire une maison rien qu'avec les déchets, quoi. Et donc, on a tendance à énormément gaspiller. Et dans l'architecture vernaculaire, on a des solutions pour réduire ce gaspillage. Le fait d'utiliser un matériau, par exemple, qui va pas polluer comme la terre, et de pouvoir le recycler, ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous intervenez sur une maison en bauge dans la région et que votre client vous demande d'ouvrir une porte ou une fenêtre, même si la maison a été construite il y a 2 siècles, cette terre que vous allez extraire, vous pouvez la remélanger à l'eau, la réhumidifier et la réutiliser pour faire autre chose. Pour faire des enduits, si vous tamisez, pour refaire des éléments, éventuellement pour refaire un sommet de mur érodé comme on voit ici. Donc c'est des choses qu'on fait chez nous avec le pisé, mais qu'on fait y compris sur des sites archéologiques avec des collègues. De temps en temps, on intervient sur des sites qui ont 3 000 à 4 000 ans. La terre qui a été extraite par les archéologues de structures démolies, on peut la remélanger à de l'eau pour réélever les murs. Au bout de 3 000 à 4 000 ans, elle est toujours réutilisable. L'idée aussi de transformer le moins possible ce que vous utilisez. Donc si vous utilisez du bois, vous pouvez utiliser du bois comme ces tables, qui sont en fait du bois qui a été broyé, qui a été recollé, qui a été pressé, ou du bois qui a été contre-collé en lame.
mais vous pouvez aussi utiliser du bois brut, même pas poncé. Donc ça aussi, c'est un choix architectural de réduire la pollution en utilisant des matières peu transformées. On a trouvé aussi dans nos voyages des choses comme ça. Par exemple, là, on a des tuyaux, des canalisations pour récupérer l'eau de pluie qui sont en bois, qui sont simplement des troncs évidés. Donc ça tient aussi longtemps que le plastique. Le PVC, au bout d'un moment, il finit par cuire aussi au soleil, etc. Une autre idée dans la réutilisation, pour diminuer les déchets, c'est de chercher à réutiliser. Donc, certainement qu'à Rouen, il y a des ressourceries. On en voit de plus en plus sur le territoire français, des endroits où il y a des promoteurs ou des constructeurs vont déposer, quand ils démontent un toit par exemple, ils vont déposer les tuiles là, ils vont déposer des pierres et d'autres éléments qui peuvent être ensuite réutilisés. Donc plutôt que toujours acheter du neuf, est-ce qu'on peut réutiliser certaines ressources? Et dans le patrimoine, partout vous allez voir des éléments qui ont été utilisés plusieurs fois. La plupart de nos villes françaises étaient entourées de murailles dans le passé. Ces murailles ont toutes disparu, mais les pierres n'ont pas été jetées à la déchetterie, elles ont été réutilisées pour faire des constructions. Il y a l'idée aussi de réutiliser des bâtiments, de se poser la question, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, par exemple dans le tourisme, lorsqu'on travaille sur la valorisation d'un patrimoine et qu'on sait que les visiteurs vont venir en grand nombre, que les touristes risquent de venir, est-ce que vraiment ça fait sens de faire un hôtel ? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer l'hôtel par des chambres chez les habitants ou par la réhabilitation de structures qui ne sont pas utilisées? Voilà. Donc, à chaque fois, essayer de trouver une alternative à la construction neuve. Je vous montre un exemple d'une église transformée en habitation. S'il y en a parmi vous qui connaissent les Pays-Bas, vous êtes peut-être rendu compte quand on se promène aux Pays-Bas, tous les 2-3 kilomètres, il y a un village. Parfois, c'est un village de 2 maisons, 3 maisons, et tous les villages ont une église dont ils ne savent absolument plus quoi faire. Et donc, il y a énormément de projets comme ça de transformation, des églises qui deviennent bars, qui deviennent boîtes de nuit, qui deviennent habitations. Et donc, voilà. Donc, l'école d'architecture ici, qui n'était pas une école à la base, ça, c'est aussi un moyen de diminuer la pollution. Le 4e des 15 principes, c'est celui de préserver la santé. Alors, la santé, il faut y penser pour les habitants, pour les occupants. Donc, ça, vous allez trouver la santé, par exemple, dans les cibles HQE, ils séparent la santé acoustique, la santé, la qualité de l'air, de l'humidité dans l'air, et puis il y en a un troisième, l'acoustique, j'ai déjà dit, et la lumière, merci, la luminosité. Donc, voilà. Donc là aussi, dans l'architecture vernaculaire, il y a énormément de dispositifs pour faire que les lieux soient agréables et soient sains à vivre. Donc c'est bien sûr le choix des matériaux, essayer d'utiliser des matériaux qui n'émettent le moins de composés volatiles possible, donc qui ne contiennent pas de colle, qui ne contiennent pas de produits chimiques dans leur production. Et puis vous pouvez chercher aussi des dispositifs, lorsque vous êtes dans une nouvelle région, qui vont aider à la santé, au confort des habitants. Donc là, dans ce qu'on voit dans les exemples, il y a par exemple des dispositifs comme ça en Espagne qui vont créer de l'ombre sur les façades, donc là où c'est très éclairé. Comment est-ce qu'on peut laisser passer quand même la ventilation, l'air, mais sans laisser passer le soleil? Quels sont les matériaux comme la paille ou la terre très fibrée qui peuvent limiter les apports de chaleur? Là, au contraire, on est toujours en Espagne, en Galice, en haut à droite. C'est des murs trombes. Alors peut-être, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un mur trombe. Le principe du mur trombe, c'est d'avoir une énorme masse, un mur en pierre ou en terre ou vraiment massique, sur lequel on va mettre une vitre. Et donc ça fait une espèce d'effet de serre. Le soleil va taper sur la vitre et chauffer la masse derrière pour avoir comme ça un apport de chaleur quand il fait froid. Et donc là, il y a ces systèmes-là de murs trombes traditionnels contre les façades. Et donc l'été, tout est ouvert bien sûr, mais l'hiver, tout est fermé pour capter la chaleur. Vous pouvez avoir des dispositifs comme ces treilles avec la vigne qui permettent de se promener à l'ombre l'été et puis de laisser passer le soleil l'hiver. Des allées, des coursives aussi, souvent dans les pays très chauds, on a comme ça des allées qui sont très ombrées. Vous voyez ça dans le Maghreb, où il y a, entre les maisons, on circule dans des ruelles qui sont très étroites, souvent qui sont couvertes par endroits avec des puits de lumière. Tout ça pour rester toujours à l'ombre et être dans une vie confortable.
Il y a un exemple intéressant aussi là, en Italie, avec des systèmes de volets qui sont extrêmement complexes, qui sont faits de plusieurs battants, et chaque battant, on peut les orienter de plusieurs façons. Donc ce n'est pas simplement des volets comme ça, mais c'est des volets qui peuvent s'incliner dans différentes directions pour vraiment filtrer le soleil comme on l'entend. Des dispositifs aussi pour retenir la neige l'hiver. Donc ça aussi, les toitures sont des sources énormes de déperdition de chaleur. Et si on arrive à retenir un mètre de neige parce qu'on est en montagne, eh ben on a un super isolant naturel qui est là. Là, je vous montre quelques dessins de mon génial collègue Arnaud Mies. Je dis génial parce que c'est lui qui fait toutes nos publications et qui a fait énormément de dessins. Et là, qui explique un peu l'esprit en fait, dans lequel on évolue par rapport aux architectures traditionnelles. Et je fais une petite parenthèse, c'est que l'outil Versus, on ne cherche pas à vous faire revenir en arrière et faire vivre les gens comme il y a 2 siècles, mais on cherche à tirer les intelligences de l'époque, d'essayer de comprendre comment à l'époque ils ont réfléchi, pour pouvoir réutiliser ces intelligences-là. Il y a des trucs, il y a 2 siècles, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, donc il faut faire évoluer. Notamment, par exemple, la lumière. La luminosité des bâtiments anciens, souvent, elle ne nous suffit pas, on veut plus de lumière. Et donc, on a tendance, dans les années 70-80, tous les bâtiments traditionnels, par exemple, les bâtiments pisés nouveaux, étaient construits de cette manière-là. Il y a beaucoup d'architectures américaines ou australiennes qui sont sur ce principe de murs autostables, donc des éléments en L, en T, etc. Ce qui permettait d'ouvrir entre ces blocs autostables et de faire rentrer beaucoup de lumière. Et aujourd'hui, on est dans des systèmes qui sont plus comme ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser la masse plus au cœur des bâtiments pour réguler l'humidité, mais aussi avoir de l'inertie, et faire des bâtiments très très isolés autour, par exemple en bottes de paille. Donc les exemples que vous avez en bas, c'est 2 bâtiments en bottes de paille avec juste quelques éléments lourds à l'intérieur. Donc voilà. Je pense que vous avez vu ça en cours aussi. Autrefois, d'une part, c'était des grosses pertes d'énergie, les ouvertures. Donc, comme on travaillait beaucoup dehors et qu'on passait peu de temps dedans, on se fichait un petit peu de la lumière. En plus, on était taxé par... plus on avait des grandes ouvertures, plus on payait de taxes. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que les architectures vernaculaires avaient des très petites ouvertures. Et je finis sur le dernier principe environnemental, qui est celui de minimiser les effets des aléas naturels. Et on va voir plusieurs dispositifs. Par exemple, là, on est en Italie avec des dispositifs qui sont des espèces de fusibles entre les bâtiments. Donc, s'il y a une secousse sismique, au lieu que le bâtiment il vibre tout seul, il va vibrer avec les autres. C'est comme si les maisons se tenaient la main. Il y a ces petits éléments de pierre qui vont exploser et absorber une grande partie de l'énergie. Le problème du vent aussi, les vents qui sont de plus en plus forts, les tempêtes, comment on fait face à ce vent-là? Et souvent, des maisons vernaculaires ont des dispositifs pour faire face au vent. Donc là, on est dans la Loire, dans les Pays de Loire, avec, je crois que ça s'appelle des bourrines, ces bâtiments-là, avec une toiture qui est un peu en coque de bateau pour faire face au vent et être aérodynamique. Dans le même principe d'aérodynamisme, donc ça c'est des dispositifs en bas à gauche qu'on appelle des seaux de moineaux. Il y a un autre nom aussi, mais l'idée c'est qu'au niveau des pignons de toiture, pour pas que les tuiles s'envolent, on perturbe le vent pour en créer des micro-turbulences qui font que le vent n'a pas de prise sur la toiture. Il y a tous les problèmes aussi, alors ça c'est récurrent à chaque printemps, à chaque automne, vous voyez dans les nouvelles que tel village a été emporté, il y a eu un glissement de terrain, il y a l'eau qui est montée, etc. Et ça je pense que vous en avez entendu parler. C'est énormément dû à nos aménagements, le fait de tout goudronner, de mettre du ciment partout et de rendre les sols totalement étanches, font qu'ensuite les rivières sont gonflées par l'eau. Et là traditionnellement il y a aussi des dispositifs d'absorption et de terre qui sont laissées nues avec la végétation pour absorber un maximum d'eau avant qu'elle arrive dans les rivières. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Il y a aussi des régions où les maisons, l'habitation est à 1,50 m, 2 mètres au-dessus du sol, là aussi pour échapper aux inondations probables à certains moments. Voilà pour l'environnemental. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie environnement ? Et donc là, je vais passer à la deuxième série, qui sont les principes sociaux culturels.
Et donc, on a souhaité lier le social avec le culturel parce que ça va ensemble. En fait, la culture aussi est très prégnante dans les architectures vernaculaires. Très souvent, elles ont été construites de manière familiale et participative, c'est-à-dire qu'il était rare, comme on le fait aujourd'hui, d'aller chercher un artisan et de le payer pour qu'il fasse toute la maison. Déjà, on travaillait avec l'artisan pour l'aider à préparer les matériaux et lui payer finalement le moins de jours possible. Et parfois même, on travaillait avec ses voisins pour pouvoir construire. Voisins qu'on rétribuait ensuite soit par des bons repas ou soit par du temps équivalent pour l'aider à ramasser ses pommes ou son maïs. Donc on va voir ça dans le... Donc, déjà, à l'échelle du paysage, l'intervention de l'architecte peut essayer de respecter ce qu'on appelle le paysage culturel. Donc c'est une notion qui a été développée par l'UNESCO, mais de se dire que l'homme a un impact très fort sur le paysage et les paysages sont le reflet de la manière dont les humains ont vécu à cet endroit-là et comment les humains ont transformé le paysage. Il reste très peu de paysages naturels. Même les forêts en montagne chez nous sont des forêts à un moment donné qui sont entretenues, qui sont en partie plantées, etc. Et donc les paysages culturels, ça peut être des tas de choses différentes. Ça peut être des marais salants, ça peut être des paysages de bocage, ça peut être des paysages aussi où on va essayer de maintenir une diversité en plantant plein d'arbres autour des parcelles pour que justement il reste des oiseaux, les oiseaux qui vont manger les insectes pour pas que les insectes mangent nos récoltes, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut essayer de respecter dans nos interventions. La très belle image que vous voyez en haut à droite, ça c'est des vignes dans les Canaries. Et chaque plant de vigne est protégé par un petit muret qui le protège du vent pour pas qu'il soit emporté par les vents de mer très forts. Et en même temps, le muret, comme tout à l'heure, il va capter aussi l'énergie du soleil et rayonner sur la plante pour la protéger. Des mêmes paysages de vignobles en Savoie n'ont rien à voir. Donc d'une région à l'autre, les paysages viticoles vont changer, les paysages agricoles vont changer. Donc ça aussi, c'est des choses dont on peut s'inspirer. Et je vous montre un paysage culturel parmi d'autres. Ça s'appelle le Koutamakou. On est au nord du Togo et du Bénin. Donc c'est un vaste paysage dans lequel les humains, depuis toujours, en fait, occupent tout le territoire. Mais il n'y a pas deux maisons qui sont à moins de 700-800 mètres ou 500-600 mètres l'une de l'autre. Et tout ça pour avoir une espèce d'impact minimal sur le territoire. Donc on peut dire, mais ils ont tout faux puisqu'ils occupent tout le territoire. Non, l'idée, c'est qu'une unité familiale occupe chacun sa parcelle de territoire. Et donc sur cette parcelle, il y a maximum 8-10 humains. Et donc ça permet de respecter les ressources et de ne pas tout bouffer. L'idée aussi, après, on verra ça plus tard, mais il peut y aussi avoir l'idée de se protéger. Là, on est sur des architectures un peu défensives. Et l'idée aussi de se s'éparpiller, de se dire, si l'ennemi arrive, au lieu de tous nous bloquer dans une cité et de nous affamer et nous anéantir, on va s'éparpiller de partout. Comme ça, il faudra détruire chaque maison une par une dans le territoire. Donc, on verra plus tard comment ça peut être utilisé dans des projets d'architecture. Au niveau socioculturel aussi, quelque chose, finalement, toutes ces architectures extraordinaires, elles sont le fruit de plusieurs siècles d'amélioration. Si je reviens au Koutamakou, que l'on a ici, il y a 4 types de maisons seulement. Sur un immense territoire de milliers de kilomètres carrés, il y a 4 types de maisons. Bon, il y en avait un peu plus avant, mais il n'en reste que 4. Et quasiment tout le monde habite dans la même maison. Et donc, l'idée, c'est que quand on construit sa maison, chaque humain est comme ça, on veut tous faire mieux que son voisin. On est tous forcément plus intelligents que son copain et que son voisin. Et donc, on essaye de reproduire le même modèle, mais en l'améliorant. Et c'est comme ça que ces architectures sont devenues de plus en plus élaborées par rapport à l'orientation au soleil, au vent et par rapport à plein de dimensions. Et donc, essayer de transmettre, de respecter ces cultures constructives et de les transmettre, ça fait partie aussi, je pense, du rôle de l'architecte et aussi de votre rôle de reconnaître ce qui s'est fait dans le passé et d'essayer de le faire évoluer. Je pense qu'une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est on est trop attiré par le nouveau. Si on sort un catalogue de matériaux et qu'on voit un gros bandeau rouge nouveau, on se dit ouais, c'est chouette, qu'est-ce qu'ils ont inventé de nouveau, ça va être génial.
Et finalement, le nouveau n'est pas forcément mieux que l'ancien. Donc essayer de transmettre ces valeurs, c'est aussi très important. Sur cette diapo, est-ce qu'il y a des nuances entre par exemple, le maintien de la culture, les mots que vous avez choisis, c'est les mots qui sont issus de la recherche? Parce qu'on voit par exemple le maintien de la culture, il y a une mémoire constructive, alors je me demande quelle est la nuance là-dedans. Est-ce que c'est juste pour développer un peu? Je suis pas sûr de capter la question. En haut à gauche, on voit une identité, on comprend bien qu'il y a une identité de la société. Ah oui, pardon. Le savoir-faire, on voit un artisan qui travaille, donc mais par exemple, expression de métier et savoir-faire, quelle serait la nuance entre les deux? Si on a, quel est le choix des mots qui ont été mis là? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté sur tous les mots et je ne suis pas rentré dans les détails. Et, par rapport à nous, notre rôle d'architecte, c'est d'essayer d'identifier, donc le maintien de la culture, par exemple, c'est aller identifier ce qui existe encore ou ce qui pourrait être ravivé comme savoir-faire pour essayer de les maintenir et surtout d'éviter la délocalisation de la production architecturale. Donc, je peux les expliquer un par un. S'il y en a deux qui te posent problème... Celui-ci, là, par exemple, le toit, là, maintien de la culture, c'est intéressant. Voilà. Donc, s'il y a une... On le voit aujourd'hui avec, par exemple, des races de pommes qui vont disparaître ou des matériaux qui vont disparaître. Comment on peut maintenir quelque chose qui a existé, voire le raviver, voire le renforcer, de quelle manière pour qu'il ne disparaisse pas? Alors, ça peut être quelque chose de très pragmatique comme des lauses sur un toit, mais ça peut être aussi quelque chose de plus immatériel comme un fonctionnement coopératif pour produire des choses, quoi. Culture constructive aussi, c'est arriver à essayer de comprendre comment les gens sont arrivés à ces modèles-là. C'est aussi intéressant. Si on voit un paysage comme celui qui est en bas, en Espagne, vous enlevez ces gros éléments qui sont des pigeonniers. Donc sur le terrain, il n'y a rien. Si on envoie un ingénieur, un architecte, on lui dit fais-moi juste avec les ressources locales un bâtiment de 7 mètres de haut et 20 mètres de diamètre, il va dire ben non, il n'y a que de l'herbe, je ne peux pas. Et en fait, ils ont réussi, ils sont arrivés à des trucs énormes avec l'intelligence, avec la reproduction, etc., au fil des siècles. D'où l'intérêt de transmettre les cultures constructives et de se passer le flambeau pour qu'on puisse réfléchir sur les réflexions passées. Et donc, c'est ces réflexions collectives qui arrivent à des choses extraordinaires et parfois très simples, comme ici, ces maisons décorées de terre et bouse de vache. C'est sur le Nil, au Soudan. Et donc, il y a une île sur le Nil qui s'appelle Saï, où les femmes, une fois par an, vont refaire tous les sols, tout le plafond, tous les murs, tout enduit à la main. Elles font ça en une journée. Donc, elles s'y préparent à l'avance. Elles mettent à pourrir la terre avec les bousses de vache, etc., pour récupérer la cellulose et tout ce qu'elle contient de bon. Elles vont préparer évidemment des grands plats pour que tout le monde puisse bien manger à la fin de la journée. Mais le jour de l'intervention, en une journée, tout est fait du sol au plafond à 3-4 personnes, avec des interventions intergénérationnelles. Les petites filles sont là, les grands-mères sont là. Et donc, c'est ça un peu l'idée de transmission des savoir-faire, essayer de voir comment on ne perd pas cette éducation. Une autre dimension aussi sur le socioculturel qui est importante, c'est la question de reconnaître en fait qu'on est tous des artistes quelque part et d'utiliser au maximum la créativité des gens avec qui on travaille. On est formaté en tant qu'architecte pour être le seul artiste sur le terrain, bien souvent, parce qu'on rend des plans qui peuvent aller très loin dans les détails et où il peut être très difficile pour l'artisan d'apporter son empreinte ou d'apporter son intelligence à lui. C'est-à-dire, si vous demandez à un maçon de vous monter ce mur en parpaing, si à un moment donné, il décide de faire, je sais pas, des chevrons avec les parpaings et de sortir de l'appareillage classique, non, l'architecte va lui taper dessus. C'est pas prévu. Tu montes ton mur en parpaing comme je t'ai demandé, quoi, comme c'est dessiné. Et là, dans l'architecture vernaculaire, on se rend compte que tout le monde avait la possibilité d'amener sa petite patte, d'amener ses décorations et d'amener son intelligence pour contribuer à la qualité finalement graphique et esthétique du résultat. Donc, on voit des choses ingénieuses dans l'architecture vernaculaire. Là, on est à Timimoun en Algérie. Là encore, on est dans un paysage, il n'y a que du sable.
parfois il y a un petit plan d'eau, il n'y a que du sable et parfois aussi quelques palmiers. Et les gens, donc les artisans sont arrivés à ce résultat incroyable de faire des bâtiments en terre énormes, super décorés avec des toitures en palmier. Mais c'est que de la terre, du palmier et de l'eau, c'est tout. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Donc, on se rend compte aussi que là où les gens ont la liberté de s'organiser par eux-mêmes, ils font des bâtiments de bien meilleure qualité que les entreprises qui sont sous pression et qui sont payées. Et voilà, donc des détails, par exemple les culous, dans une région donnée, il n'y en a pas deux pareils. De loin, on a l'impression que c'est tous les mêmes, mais quand on s'approche, ils ont tous leurs différents détails de niches, de formes, les courbes ne sont pas exactement les mêmes, etc. etc. Donc, oui. Donc, ce qui est magnifique sur ces bâtiments-là, c'est aussi qu'on travaille donc collectivement, qu'on travaille à plusieurs et que l'on arrive à faire quelque chose que soi-même on ne pourrait pas faire. C'est-à-dire que ces matériaux-là demandent énormément de main-d'œuvre et énormément d'énergie humaine. Et si on n'est pas capable d'être en bonne relation avec ses voisins, avec ses amis, etc., on n'est pas capable aussi de construire une maison. Et donc de savoir perpétuer cette intelligence. On verra aussi d'autres dimensions qui sont très intéressantes sur ces matériaux-là, c'est que c'est souvent des chantiers qui sont faits avec quasiment aucun outil. Donc là, c'est quand même du pisé, donc il y a un coffrage, mais vous voyez, le coffrage, il est minimaliste, c'est 2 planches. Et donc ça veut dire que c'est des chantiers aussi qui sont silencieux. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de machines et de pollution sonore et de gaz d'échappement du compresseur. Et donc, ça veut dire qu'on peut chanter, on peut parler, et puis les gens, ils blaguent, ils sont heureux, en fait, de faire leur maison. Et donc, ça aussi, c'est une forme d'intelligence collective, c'est l'intelligence de l'entraide et de la bonne humeur. Bonne humeur qui a complètement disparu des chantiers aujourd'hui. Hein. J'ai 2 voisins, j'en ai un qui est plaquiste et l'autre qui est électricien. Le soir, quand ils sont lessivés quand ils rentrent, et ils ne sont pas lessivés de leur travail physique, ils sont lessivés de la pression morale que leur ont fait subir leur entreprise parce qu'ils n'ont pas fait poser suffisamment de plaques de plâtre, parce qu'il y a un charpentier à un moment donné qui est arrivé avec un bout de bois qui a fait un trou dans une plaque, il faut tout refaire. Voilà, donc il n'y a pas cette joie de vivre sur le chantier. Et je pense que nos choix architecturaux aussi, quand on dessine quelque chose, ont une influence. Je vous montre aussi, des fois, on voit des choses étonnantes. C'est une petite ville en Iran où il y a les Iraniens, alors ceux qui sont fascinés par les formes un peu sensuelles de courbes, de coupoles, etc., et qui peuvent obtenir un visa pour entrer en Iran, c'est fabuleux. Là, ils savent tout faire. Et donc, j'ai mis côte à côte exprès ces deux images, mais parfois, il y a des architectures qui paraissent tout à fait sorties de la science-fiction, alors que c'est simplement de la terre et de l'eau. Voilà, ça c'est les étudiants d'architecture de Yazd en Iran aussi qui jouent avec les briques, parce que la brique de terre c'est le matériau principal qui constitue toute cette ville du patrimoine mondial. Et donc ils font aussi des interventions. Alors ils sont dehors dans le parc, ils n'ont pas la pluviométrie que vous avez ici. Donc ici ça fondrait en quelques jours. Et voilà, ils font des créations comme ça, très contemporaines, à partir du matériau traditionnel. Là, je sors complètement du vernaculaire, mais c'est juste un exemple pour vous montrer. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ces images-là. C'est un bâtiment qui date des années 80, un architecte suisse qui s'appelait Christian Hunziker et qui en avait marre de produire de l'habitat locatif, qu'on appelle ça HLM, avec des matériaux de base, et qui s'est dit, même avec le parpaing, avec des matériaux très simples, on peut faire du locatif, de l'habitat social créatif, avec un vrai investissement des artisans. Et à tous les niveaux, il a essayé d'utiliser la créativité de ces artisans. Et par exemple, pour les balcons, il leur a simplement préparé une boîte en métal avec du sable, donc un bac à sable. Il les a formés avec une artiste à préparer ce sable mouillé comme nous, un bébé, on jouait à la plage. Et donc, ils ont fait des formes comme ça, qui étaient le négatif des balcons. Et ensuite, ils ont coulé le béton dans ces bacs à sable, et au démoulage, ça a donné ça. Donc il n'y a pas 2 balcons pareils. On ne voit pas d'image ici, mais les salles de bain, les carreleurs, il leur a dit, voilà, vous faites ce que vous voulez, du moment qu'il y a des carrelages au moins à 1,20 m du sol. Mais après, donc à l'intérieur, c'est du Gaudi de partout dans toutes les salles de bain. Les charpentes, c'est pareil, les charpentiers se sont fait plaisir, on dirait des forêts d'arbres, il n'y a pas de fermettes. Et donc,
Bon, ça n'a pas été simple pour lui, hein. Malheureusement, il est mort juste après le chantier. Je pense que ça lui a bouffé énormément d'énergie. Mais c'était juste montrer un exemple de comment un architecte, finalement, décide de dessiner certaines choses, mais de laisser, à la fin, une part de créativité possible à des artisans. Une autre dimension aussi qu'on va trouver dans les architectures vernaculaires, c'est tout ce qui est immatériel. Alors, à la limite, il ne faudrait pas d'image parce que c'est immatériel, on ne le voit pas. Mais il y a toujours des messages codés derrière les architectures, donc des messages par rapport à la religion. Il peut y avoir des messages, par exemple en Sardaigne, ils ont tous des grandes vérandas devant les maisons et qui sont les espaces où les gens se rencontrent. On ne fait pas forcément rentrer ses voisins dans la maison, mais il y a énormément toute une vie sociale qui se passe dans ces grandes vérandas et qui contribue à la paix de la région. Donc, ça, vous devez connaître mieux que moi. Là, on est en Alsace, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de maisons à colombage chez vous. Les colombages, parfois aussi, ont des significations. Donc, il peut y avoir aussi des messages dans la forme des colombages, etc. Voilà. Et pour illustrer l'immatériel, sur beaucoup de chantiers traditionnels, il y a des chants, il y a des danses, et il y a des pratiques comme ça festives qui permettent de mieux faire passer la douleur. Parce que construire, être baissé toute la journée, par exemple, comme les femmes là, le sont, pour damer de la terre, pour faire un sol, c'est très très fatigant. Mais si on le fait en s'amusant, en rigolant et en chantant, c'est différent. Sur YouTube, vous allez voir aussi qu'il y a des vidéos de femmes en Chine qui font des murs en pisé et qui le font en chantant et en dansant aussi. Voilà. Donc c'est des pratiques. Moi, j'ai des maçons à la retraite, des voisins qui me racontaient que quand ils creusaient les fondations, c'était tellement dur avec toute la pierre qu'il y a chez nous, qu'ils mettaient une bouteille de vin rouge tous les 2 mètres pour se donner du courage. Donc, tout ça, c'est l'immatériel, c'est des trucs qu'on ne voit pas sur la maison finie. Mais on peut remplacer le vin rouge par du vin blanc. Hein. Non, mais je veux dire, il y a des choses que vous pouvez réutiliser dans vos pratiques. L'immatériel, ça peut être aussi tout ce qui est religieux, tout ce qui peut être aussi lien à la mort. Donc, sur plein d'architectures vernaculaires, elles sont construites pour les vivants, mais elles sont aussi construites pour les morts. Donc, il y a aussi des choses très intéressantes que l'on peut essayer de comprendre à travers l'architecture. Donc là, dans le Kutamaku, par exemple, ces petites maisons forteresses, les plus jeunes vivent au sommet, donc les plus vulnérables, les enfants, les hommes comme les femmes jeunes habitent sur la terrasse, et plus ils vieillissent, plus ils descendent. Et à un moment donné, ils meurent, et ils sortent du rez-de-chaussée pour devenir des totems devant la maison. Donc ces totems, c'est tous des ancêtres qui sont là, qui continuent d'être vénérés. Mais le fait que les esprits soient là, c'est encore une façon aussi de conserver le patrimoine. Et donc chez nous, on a tendance à avoir les cimetières loin des maisons, mais il y a plein d'endroits où la mort et la vie se côtoient de manière très, très forte. Donc c'est des dimensions immatérielles qui méritent d'être étudiées. Le dernier sur le social, c'est la cohésion sociale. Là, on se rend compte aussi que l'architecture vernaculaire a tendance à contribuer au bien-être et à la bonne humeur des gens qui les habitent. Il peut y avoir des espaces de convivialité, comme par exemple des fours à pain dans les villages. Je ne sais pas, on ne le voit pas là, mais ça peut être aussi des lavoirs, ça peut être des sources d'eau qui peuvent être des lieux de rencontre. Le simple fait d'avoir aussi des espaces sympathiques, d'avoir des bancs, des endroits où on peut s'asseoir et discuter avec son voisin, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Le fait aussi, dans l'architecture vernaculaire, on se rend compte dans les vieux villages aussi que les gens ont tendance à dépasser, à sortir de la maison. Donc si sur le cadastre, leur maison s'arrête au niveau de la façade, bien souvent ils occupent bien plus que la limite du cadastre. Ils vont fleurir et occuper l'espace public et le rendre très sympathique pour tous, sans même que la mairie finalement leur donne de l'argent. Il y a des espèces comme ça de surenchères d'aménagement et de choses sympathiques qui se passent dans l'espace public. Voilà. Donc la cohésion sociale aussi, c'est essayer de retrouver ces lieux sympathiques dans les vieux villages et
autour des architectures vernaculaires, essayer de les récupérer dans les architectures contemporaines. Donc ça peut être des espaces à l'ombre, etc., plein de choses différentes. Je ne vous embête pas plus avec la Terre, je vous en ai déjà assez parlé. Enfin si, en fait, je reviens sur la Terre, pardon. J'ai oublié que j'avais mis cette image-là. Mais la cohésion sociale, on l'utilise énormément aussi dans nos enseignements, c'est-à-dire à Grenoble, on fait l'enseignement aussi comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais ce que je préfère, c'est l'enseignement dehors. Là, en plus, avec le Covid, l'an dernier, c'était extraordinaire parce que nos étudiants DSA Terre, donc qui sont en post-master, qui viennent après leur diplôme, se spécialiser sur la Terre, ont eu 3 mois de confinement, donc d'enseignement à distance. Et quand on est passé sur la partie patrimoine, on est tous venus dans une ferme à l'extérieur. Et donc, la cohésion sociale était encore plus forte que d'habitude. Voilà. Et donc, la cohésion sociale aussi, certains matériaux, les matériaux comme le bois, la paille, la terre, la pierre, etc., sont des matériaux aussi qui vont... Bon, la pierre, on peut se faire mal avec des pierres, c'est sûr, mais on peut donner des pierres à toucher à des enfants. Et donc, ça aussi, c'est intéressant au niveau social et au niveau transmission des savoirs, d'utiliser ces matériaux peu transformés pour apprendre la construction très tôt. Si j'étais ministre de l'enseignement d'un pays en dictature, je forcerais à apprendre l'architecture dès 5 ans. C'est pas normal qu'il faille attendre d'avoir 18-19 ans pour comprendre comment construire. C'est quand même grave. Et on se rend compte dans toutes les zones où l'architecture vernaculaire est encore en vie, encore existante, les enfants apprennent très tôt à construire. À 4-5 ans, ils sont confrontés à mélanger de la terre. Il y a plein de villages que je vois ou en Afrique où les enfants jouent à construire. Ils prennent du sable, ils prennent de la terre et de l'eau. Ils font comme vous faites les petites maquettes ici. À 5-6 ans, ils font des petites maquettes de maisons et puis ils vont chercher des petits bouts de bois pour faire la toiture, etc. Puis arrivés à 18 ans, ils ont toutes les armes nécessaires pour construire des maisons avec leurs ressources. Donc, voilà. Et donc, on rebondit sur les principes socio-économiques qui peuvent être liés à ce que je viens de dire. Aujourd'hui, une des grandes difficultés, c'est que vous allez être confronté à ça. Un jour, vous allez habiter, vous allez chercher une maison à louer. Déjà, j'imagine que vous n'êtes pas à la rue. Mais on passe une grande partie de sa vie, jusqu'à 50-60 ans, la plupart d'entre nous, à rembourser un prêt bancaire. Parce qu'on va faire construire une maison, il faut la rembourser, ou alors on va louer une maison. Mais il y a un exercice qu'on faisait aussi avec les étudiants d'architecture à Grenoble à un moment donné, on ne le fait plus, c'est dommage, mais c'est de considérer les heures que vous passez dans la journée à travailler. Si vous faites un horaire à 9h midi, 14h, 18h ou 17h, essayer de découper à quoi servent ces heures de travail. Et on se rend compte que une grande partie de la matinée va servir à payer son logement, après une autre partie de l'après-midi à payer sa voiture, puis à payer sa nourriture, et puis on se rend compte qu'il reste quelques minutes en fin de journée pour les loisirs, le cinéma, et puis sortir boire des bières sur les terrasses, alors qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps à s'amuser. Et donc là aussi, l'architecture vernaculaire nous enseigne des choses extraordinaires qu'il est possible de construire, mais à condition de rentrer dans des mécanismes qui sont très différents de ceux que l'on utilise pour faire de la production architecturale aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a joint le social avec l'économique, parce que très souvent, arriver à être autonome comme ça en construction, ça demande aussi des mécanismes sociaux. Pardon. Ça, je pense que c'est des choses que vous avez vues aussi avec Guillaume Nicolas dans vos enseignements. C'est l'autonomie de ces architectures vernaculaires dans leur environnement. Je prends l'image de la cloche de verre. Il y a des villages qui fonctionnent encore en Afrique. On pourrait mettre une cloche si on met une cloche de verre dessus, ils vont griller avec la chaleur, mais l'idée, si on coupe tous les voies d'accès, ils continuent de vivre, ils n'ont pas de problème parce qu'ils ne dépendent pas du fer qui vient de Chine, ils ne dépendent pas de tôle, etc. Ils ont toutes les ressources pour se nourrir et pour habiter par eux-mêmes. Et traditionnellement, les architectures vernaculaires nous expliquent aussi comment on peut vivre dans un territoire. Bien souvent, c'était des lieux d'habitation, mais c'était aussi des vraies boîtes à outils pour cultiver, pour stocker du bois, pour stocker des récoltes. Et donc, c'est des choses dont on peut s'inspirer aussi pour essayer de retrouver une meilleure intégration à son territoire. Donc ça peut être des systèmes, là on est dans les Canaries, des systèmes de captage et de stockage d'eau.
Tout ce qui est jardinage aussi, de penser à... Voilà, on fait vivre des gens ici, mais à partir de quel territoire ils vont se nourrir? Est-ce qu'ils ont possibilité de jardiner? Etc., etc. On parle de circuits courts aussi. L'idée de promouvoir l'activité locale, pas seulement en architecture, pas seulement en production de matériaux, mais aussi pas de mettre des humains là où il n'y a rien à manger, d'essayer de trouver des activités locales pour toutes. Ça devient de plus en plus fort aujourd'hui. On trouve des habits faits localement, tout le monde fait ses bières, tout le monde fait ses nourritures locales. Et dans l'architecture vernaculaire, on va trouver même des productions industrielles et des productions d'énergie dans des villages. Là, il y a un petit village qui s'appelle l'Île-sur-Sorgue, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y a des roues comme ça sur des canaux. Tous les 10 mètres, il y a une roue qui ont alimenté des tas de productions industrielles à un moment donné. On peut penser aux moulins, les moulins à grains, les moulins à énergie. Donc c'est des choses qui sont graduellement réappropriées. Dans nos montagnes, on a énormément d'eau qui descend, donc c'est de l'énergie gratuite qui a été utilisée pendant des siècles et qui a été abandonnée il y a 30-40 ans, mais qui revient aujourd'hui au goût du jour, parce que c'est vraiment de l'énergie locale. Ça aussi, c'est une dimension qui m'intéresse aussi, c'est celle d'optimiser les efforts de construction. Vous voyez une charpente toute pourrie en haut, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, si j'abats un arbre, j'utilise tout. C'est comme on dit, tout est bon dans le cochon, mais tout est bon dans l'arbre. Vous prenez une ressource et vous vous débrouillez avec cette ressource-là, même si elle est tordue, même si elle est pas comme vous l'imaginez. Et donc, ça aussi, c'est un processus d'avoir l'humilité d'arriver sur un terrain et de se dire, je viens complètement neutre. Je viens pas avec une idée préconçue que là, je veux faire une architecture avec des pierres qui fassent au moins 40 de long, qui soient bien carrées, bien taillées. C'est non, je regarde ce qui existe et je me débrouille avec ce que me donne la nature. Gérer au mieux aussi les énergies. Donc, en fait, l'idée, c'est de se fatiguer le moins possible. Donc, au lieu de se fatiguer et couper 10 arbres pour que tout soit droit, on va couper un seul arbre. Pour ne pas se fatiguer, on va faire aussi des architectures petites, essayer d'être sobre. On peut faire aussi des architectures évolutives. Donc, faire simplement des petites architectures, mais en imaginant qu'un jour, elles pourront grandir et évoluer. Dans le vernaculaire, il y a aussi énormément de bâtiments qui sont partagés. Donc, des lieux où on va stocker ensemble, les vignerons qui se mettent ensemble pour avoir un seul pressoir et un seul lieu de stockage, de transformation du vin, ou alors un seul lieu pour stocker le matériel agricole qui lui-même peut être partagé par plusieurs agriculteurs, etc. Vous devez connaître ce bonhomme, donc François, qui est chez nous en ce moment, là, qui est au Festival Grain d'Isère à Villefontaine. Mais voilà, un des trucs géniaux avec la terre, c'est que il y a beaucoup d'énergie mise dans la terre, mais il y a très peu de transformation. Finalement, on prend la terre. Dans bien des cultures, on va construire un moment de l'année où la terre est humide. Donc, il vient de pleuvoir, par exemple, toute l'Afrique de l'Ouest. Et c'est en octobre, novembre que l'on va construire, parce que pendant tout l'été, il a plu. Et donc, il y a de la terre qui est prête à l'emploi on n'a même pas besoin de l'humidifier. Et c'était pareil chez nous autour de Grenoble, entre Grenoble et Lyon, toute la zone pisée. Le pisé se faisait au printemps, parce qu'au printemps, la terre, on disait qu'elle montait en sève, donc elle avait la teneur en eau idéale pour être compactée. Il n'y a pas besoin de travailler pour la préparer. Voilà. Et donc, pour ne pas gaspiller d'énergie aussi, je reviens sur cette idée qu'il faut vraiment s'adapter aux ressources locales. Un gros problème auquel on doit faire face à Cratère aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'architectes qui viennent à nous et qui disent « je veux faire un projet en pisé en Ouzbékistan, je veux faire un projet en pisé en Alsace, je veux faire un projet en pisé ». Ils sont fascinés par le pisé, et ça se comprend, parce que c'est vraiment un matériau qui est très naturel. On voit les grains, on voit la matière, tout d'un coup elle est au sol, tout d'un coup elle est verticale et elle est super dure. Mais si on n'a pas la terre, il faut la préparer, il faut ce qu'on appelle la reformuler. Donc si elle est trop argileuse, il faut lui rajouter des grains. Si elle n'a pas de structure, parce que le pisé c'est un béton, donc il faut toute la granularité comme un béton. Et ben si on n'a pas la structure de grains, il faut rajouter des cailloux. Et tout ça, ça passe par des gros mélangeurs et c'est un gaspillage d'énergie.
alors que peut-être on pourrait faire autre chose de plus intelligent. Peut-être que vous connaissez ces images au Yémen, les villes du Yémen où on a comme ça c'est Shibam, il y a plusieurs villes où il y a des gratte-ciel en terre. Et quand on regarde comme ils sont construits, en fait ils sont construits avec quasiment zéro outil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'échafaudage, il n'y a pas de grue, c'est entretenu avec les maçons pour l'entretien, ils descendent simplement, ils ont une corde avec une espèce de balançoire où ils descendent les façades pour refaire des enduits de temps en temps. Et ça aussi, optimiser les efforts de construction, c'est quelque chose qui est très important dans la production architecturale, c'est d'essayer de réfléchir à comment est-ce que je vais construire. C'est comme, je sais pas, vous décidez de faire un gâteau, vous anticipez le truc, vous préparez, vous dites, oui, bon, d'abord je vais casser mes noix, après je vais préparer, je vais sortir mon beurre à l'avance pour pas avoir à l'écraser parce qu'il sera déjà mou. Donc, anticipez votre chantier étape par étape, essayez de voir comment ça va être construit pour voir si vous pouvez éventuellement réduire la débauche de grues et de tractopelles et d'engins qu'on pourra utiliser. Quand on a fait cette plaquette, on a cherché à l'illustrer à la fin avec des exemples contemporains. Et il y a certains bâtiments dont on était vraiment amoureux, qui nous plaisaient vraiment, mais quand on est tombé sur des photos de chantier et qu'on a vu qu'ils avaient tous les jouets, ils avaient loué tout le kiloutou du coin, avec toutes les grues et tous les tractopelles possibles, on s'est dit non, c'est pas possible, ils ont trop gaspillé d'énergie. Donc voilà, c'est aussi des éléments qu'il faut considérer. C'est quels outils on va utiliser pour construire. On a quasiment fini sur les 15 principes, après je ferai une pause. L'idée aussi de penser à prolonger la vie des bâtiments. Si on fait quelque chose qui est facile à entretenir et à réparer, eh ben, ça aura un impact moindre à long terme sur l'environnement. Donc là, vous voyez par exemple un bâtiment en ossature bois. J'en ai vu plein hier en me promenant à Rouen, des bâtiments dont on arrive à lire les extensions et les transformations qu'ils ont pu subir. Donc là, vous voyez une première maison ici qui s'est trouvée une deuxième maison qui était agrandie comme ça, puis après qui était encore agrandie. Voilà, donc c'est le côté génial de ces maisons en ossature bois, c'est qu'on peut récupérer les bois, on peut remélanger la terre, transformer les bois, remettre la terre, etc. Donc c'est très souple. Des principes aussi, là, ce que vous voyez, les trous sur les façades, c'est des trous qui sont prévus pour mettre des échafaudages. Donc on va voir ça sur pas mal d'architectures aussi, sur de l'architecture en terre, où il y a parfois des bouts de bois qui sortent de la façade, qui permettent de monter pour faire des réparations. Donc voilà, essayer d'anticiper qu'est-ce que mon bâtiment va pouvoir subir comme dégâts et comme dommages, et comment est-ce que je vais pouvoir le réparer facilement pour qu'il dure plus longtemps dans le temps. Le fait d'avoir par exemple ces bâtiments en planche, si les planches sont facilement démontables, s'il y en a une qui est pourrie, bouffée par les termites ou simplement endommagée par une fuite dans la toiture, est-ce que je peux simplement changer une planche? Et si vous avez fait un système constructif qui permet ce remplacement, tant mieux. C'est comme changer une ampoule. Heureusement que l'ampoule n'est pas soudée à la douille et la douille qui n'est pas soudée au plafond. On peut changer ça facilement. Donc pensez aussi à vos éléments de constructif. Comment est-ce qu'on peut les changer facilement? En fait, je vous parlais tout à l'heure, j'avais oublié que j'avais mis cette image-là, mais c'est un exemple de site archéologique. On est au Turkménistan, donc c'est un site qui a 3000 ans. Et c'est juste pour vous montrer que la terre est réutilisable à l'infini. Donc c'est réutilisation, vous utilisez un matériau. Du moment que vous ne l'avez pas stabilisé, les briques qu'on a fait ici, elles ont été faites avec la terre que les archéologues ont sortie. Donc il y a été des voûtes, des coupoles, des murs qui se sont effondrés. Et puis au bout de 3000 ans, on revient, on les remélange à de l'eau. Et on a la même résistance à la compression, la même couleur. Voilà, donc des choses qu'on n'arrive pas à obtenir avec d'autres matériaux. Donc si vous prenez une surface peinte, vous la mettez aux UV du soleil, en quelques années, vous n'aurez pas la même couleur. Voilà. Et la dernière diapo, c'est la dimension d'épargner les ressources. Être en moyen d'utiliser le moins de ressources possible. On l'a déjà abordé dans plein de diapos, c'est assez transversal, mais là je vous donne un exemple. Par exemple, dans des cœurs de village, très souvent on va avoir au même endroit un endroit où il y a un petit four que les gens partageaient, un endroit où il y avait un point d'eau, on pouvait récolter un petit lavoir ou un bassin, etc. Et donc voilà, comment on peut mutualiser à nouveau ces systèmes-là.
Aujourd'hui, on fait beaucoup de l'habitat partagé où on va avoir une buanderie commune à tout l'immeuble. Et donc, au lieu d'avoir chacun sa machine à laver, chacun sa tondeuse, chacun sa perceuse, chacun son machin, on peut aussi mutualiser comme on faisait autrefois pour éviter le gaspillage. La compacité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui permet de se tenir chaud, de se tenir au frais, même quand les matériaux ne sont pas efficaces. Des systèmes, par exemple, de matériaux qui sont très isolants, qui vont permettre d'épargner le gaspillage et d'épargner les ressources en énergie. Voilà, ouais. J'ai pris un peu plus de temps que je voulais. Mais on se rend bien compte aujourd'hui, de la manière dont on construit, c'est que les ressources, finalement, on les gaspille énormément. On les gaspille au moment de la construction avec beaucoup de déchets. On les gaspille au moment de l'usage avec la nécessité de toujours repeindre, entretenir et des matériaux qui ne sont pas forcément aussi durables qu'on le dit. Et quand on veut détruire nos architectures contemporaines, c'est aussi des débauches d'énergie et des cycles de vie qui font pas vraiment de sens. Ça, c'est des images qu'on peut prendre partout dans notre région. Donc, moi, je viens d'une région où il y a du pisé partout, donc des maisons en terre, comme vous pouvez en avoir en Bauge ici, chez vous. Mais les gens ne construisent pas en pisé chez nous, et peut-être qu'ils ne construisent pas en Bauge ici. Et donc, ils sont obligés de faire venir des camions pour retirer la bonne terre et amener un autre matériau à la place. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet du Grand Paris, qui est en fait un projet qui tend à réutiliser les terres d'excavation des lignes de métro et des chantiers parisiens. Parce que c'est un gros problème dans la plupart de nos villes, dans le monde entier, c'est que le volume de terre qui sort est quasi le même que le volume de matériaux industriels qui rentrent. Donc il y a cet aller-retour de matériaux qui fait aucun sens, alors qu'on a la terre ici qu'on pourrait réutiliser. Ça, c'est encore un dessin d'Arnaud Mies qui montre le volume de terre qui est prévu de sortir entre 2015 et 2030 de Paris, et donc qui sort sur des barges, qui part sur la Seine, donc qui passe sur des camions à des péniches, et des péniches qui les emmènent loin de Paris. Voilà. Donc, je vais vous faire, après, une petite pause de quelques minutes pour vous laisser respirer. Je vous montrerai quels usages on peut faire de la roue dans des projets, dans l'enseignement, puis aussi dans les projets contemporains. Juste une question. Vas-y. Bonjour. Je suis Guillaume, pareil, mais je suis urbaniste. On voit beaucoup de recherches de ce type, enfin un peu partout dans le monde, sur l'architecture vernaculaire. C'est passionnant parce que de toute façon là on a besoin de toute cette matière qui est pour faire la ville, on va dire, de demain. Je voulais savoir comment vous avez travaillé ensemble entre les différents, dans votre labo de recherche, de l'Espagne et du Portugal, comment vous avez mis en place les indicateurs, les thématiques, puisqu'on parle de régions différentes, avec des climats différents, avec des systèmes constructifs différents. Voilà. Et j'ai une deuxième question, est-ce qu'il y a Versus 2 ? Est-ce que vous pensez étendre votre recherche au-delà de l'axe France, Espagne, Portugal, Afrique du Nord, Asie mineure, vers, je sais pas, l'Asie ou les Amériques, voilà. Merci pour la question. C'est le petit bouton rouge, il faut appuyer quelques secondes. On s'est rendu compte, en fait, en travaillant avec des cultures et des climats complètement différents, que finalement l'intelligence ou la réflexion est à peu près la même d'un endroit à l'autre. Donc la réflexion, l'approche est la même, mais les résultats sont totalement différents d'un endroit à l'autre. Et c'est ça qui est chouette. Alors, de manière très pratique, comment on est arrivé à la roue. Donc c'est par des réunions, on travaille avec des cartes et des post-it où chacun met ses idées, puis on essaie de rassembler les idées, puis ça commence à prendre forme. Et ça s'est pas fait en 5 minutes, il y a des échanges, il y a eu des conférences aussi dans le cycle Versus qui nous ont éclairés sur d'autres dimensions. Et le Versus Plus, en fait, c'est pas un élargissement géographique, c'est simplement, en fait,
il s'est passé tellement d'activités pédagogiques autour de Versus qu'on rassemble toutes ces approches pédagogiques en 2 livres qui vont donner c'est vraiment des modes d'emploi, des livres de recettes pour des pédagogues ou des enseignants pour s'inspirer d'expériences d'ailleurs. Par exemple, les travaux qu'on fait sur le patrimoine avec le DSATER à Grenoble, c'est une des expériences qui va sortir. Il y a un petit livret en préparation avec 20 outils pédagogiques proposés pour des publics divers, des outils pour des enfants qui ont moins de 10 ans, pour des artisans, pour des architectes, etc. Et voilà. Donc Versus Plus, c'est ça. Mais on se rend compte finalement le lieu, la culture ou le lieu a moins d'importance que l'approche. Et je donnerai un exemple justement, la deuxième partie, je vais insister là-dessus, sur comment nous, architectes, catapultés ou parachutés dans un milieu culturel que l'on ne connaît pas, on peut agir en s'inspirant du patrimoine. Et on leur demande pour chacun des principes de marquer ce qui est positif et négatif. Sur le respect de l'environnement, par exemple, on peut dire, ils vont dire en positif, je crois que j'ai mis un exemple après, ils ont fait un projet, par exemple, ils n'ont pas coupé un seul arbre sur le terrain, ils ont respecté tous les arbres qui étaient là, mais par exemple, le projet, il est à... Donc ça, c'est un usage possible, aussi simple que ça, c'est de se garder la grille en tête et de l'appliquer à tous les projets qu'on aime bien pour essayer d'en trouver les failles. Et c'est très intéressant parce qu'à la fin de la semaine, tous les étudiants le disent, ils disent on voit plus du tout le même projet, le projet de la manière dont on le voyait au départ. Donc ils prennent le temps de chercher dans toutes les revues ce qui existe pour traquer des informations, essayer de voir comment le chantier s'est organisé, est-ce qu'il y a eu du retard, pas du retard, est-ce que les gens avaient l'air heureux. Ils essayent de contacter parfois l'architecte, voir les entreprises qui ont construit pour avoir des vrais témoignages de comment s'est passé le chantier. Et voilà, donc ça c'est une manière d'utiliser l'outil, c'est simplement de regarder au niveau positif et négatif de ces 15 principes comment ça va fonctionner. Et donc au niveau représentation, ça c'est une des représentations que je préfère, c'est de bien mettre tout ce qui est positif et négatif sur la roue. Donc là, je vous montre juste le résultat. Donc, il y a, par exemple, un projet qui avait été choisi par un des groupes. Donc, ils l'ont trouvé très fort au niveau culturel. Et donc, ce que je veux montrer par là, c'est que si on prend un seul projet, qu'on vous donne à vous tous là, et qu'on vous demande de remplir la roue, vous aurez 80 roues différentes. En fait, c'est un truc qui est très subjectif. C'est pas quantitatif. On peut pas dire qu'il est forcément très fort culturellement, peut-être qu'il ne l'est pas du tout, mais voilà, il faut argumenter à chaque fois qu'on dit que ce projet a telle force, il faut expliquer pourquoi il a telle force. Donc, je vous montre très, très rapidement les dossiers. Donc les dossiers d'étudiants, ça va être des choses comme ça peut faire de 10 à 20 pages. On ne rentre pas dans le détail des pages, mais voilà, c'est tout un processus qui permet ensuite d'avoir une vision très critique des projets contemporains. C'est un autre projet avec une très bonne analyse du projet lui-même, une roue versus qui parle pas. Pour moi, celle-là, elle n'est pas parlante. On ne voit pas très bien ce qui est positif et négatif. Voilà. Donc, c'est à chacun de s'approprier finalement cet outil-là et d'en faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, ça va changer d'un groupe à l'autre. Je vous laisserai cette présentation aussi. Donc, apparemment, vous avez un serveur donc, pour que vous puissiez la récupérer même en forme PowerPoint, si vous voulez vous l'approprier pour certains usages. Voilà. Donc exercice, ça c'est exercice master, très simple. On va simplement prendre ces 2 fiches-là et puis on demande aux étudiants de faire Bien sûr, on les accompagne pendant la semaine, donc on les suit dans l'exercice pour qu'ils nous présentent. Et puis quand on voit qu'ils s'excitent trop, qu'ils trouvent un projet trop génial et qu'ils ont oublié un aspect qui peut être très très négatif, on les remet sur le droit chemin. Un autre usage que font par exemple les collègues Keith et Mary
Zawitowski, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un couple qui travaille à l'école d'architecture et qui travaille sur le projet Design Build et qui font des réalisations des bâtiments publics chaque année avec les étudiants. Et ils sont fous, ils sont complètement fous parce que c'est une vraie gageure, c'est un vrai défi à chaque fois. Et donc ils utilisent, au moment de la conception, ils utilisent l'outil Versus pour s'assurer que leurs choix et les orientations qu'ils prennent dans leur projet ont du sens. Et donc ça leur permet d'enrichir, d'avoir pas simplement un projet qui est purement technique, mais d'avoir un projet qui est le plus riche possible. Ça, par exemple, ça s'appelle la Maison pour tous, dans la commune de Four, en Isère, qui est en pisé. Ils ont travaillé plein de détails. On ne voit pas là, les murs, il y a un double pisé avec un isolant, donc il y a plein d'innovations techniques à l'intérieur. Mais il y a aussi des dimensions sociales qui étaient très intéressantes. Par exemple, les étudiants qui ont participé à ce chantier-là, ils ont tous habité chez l'habitant. Donc il n'y avait pas un camping ou un hôtel pour les étudiants, ils étaient chez l'habitant. Donc il y avait une vraie fusion du village, une communion du village avec ce projet. Il y a certains habitants qui étaient tendus ou qui ont refusé d'avoir des étudiants au départ parce que l'idée ne leur plaisait pas. Au bout de quelques jours, quand ils ont réalisé comme c'était excitant d'avoir un espèce de journaliste qui arrivait du site tous les jours, d'avoir un étudiant chez lui qui raconte tout ce qui se passe, ils étaient jaloux, ils ont demandé d'avoir des étudiants aussi. Donc il y a plein de dimensions qu'on peut développer quand on passe son projet là-dedans pour voir ce qu'on pourrait améliorer. Voilà. Donc cet outil n'est pas parfait, donc je pense qu'il tendrait à évoluer. Il y a la dimension notamment de la gouvernance, qui est le 5e pilier du développement durable qu'on n'a pas mis dans les 4. Là, on n'a que le social, culturel, environnemental et économique, on n'a pas la gouvernance. Elle transparaît un petit peu dans le côté social, mais elle n'y est pas. Donc ça vaudrait la peine à un moment donné de retravailler. Donc s'il y en a parmi vous que ça intéresse de retravailler, ça peut être un sujet d'étude. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer aussi une manière de concevoir, en fait, encore une fois, le défi, comment on fait en tant qu'architecte, quand on est parachuté dans un lieu dont on ne connaît, dans lequel on n'a jamais travaillé, et on nous demande en une semaine, par exemple, de concevoir, comme on va voir ici, un bâtiment. Et là, les projets que je vous présente, ce sont des centres d'information touristique. Donc, ce qu'on appelait les syndicats d'initiative avant, donc les centres où les touristes arrivent, on les accueille et on leur montre ce qui peut être fait comme activité, qu'est-ce que vous pouvez visiter, où est-ce que vous pouvez loger, etc. Et donc souvent ces architectures, que ce soit en France ou ailleurs, elles essayent de refléter l'architecture locale et de rendre hommage à l'architecture locale. Il me semble que vous, ici, vous avez un syndicat d'initiative dans un vieux bâtiment, il me semble que je suis passé devant tout à l'heure, dans un angle. Donc je vais vous présenter deux projets en même temps. Donc j'ai mélangé les images. En fait, c'est juste pour vous montrer que les bâtiments ont le même usage. Ces deux bâtiments des centres d'information touristique, ils sont dans deux contextes très différents. Il y en a un qui est en Afrique de l'Ouest, en Gambie, donc c'est dans un pays qui est enclavé dans le Sénégal, et l'autre qui est au sud de la Tanzanie, à Kilwa. Et donc vous voyez, ces deux bâtiments qui finalement avaient quasiment le même programme à la base, mais à la fin qui sont très différents. Alors, c'est surtout ça que je vais vous faire passer comme message. Comment on y arrive? Donc, la méthode, en fait, consiste à arriver sur le terrain en se disant « je ne sais rien ». Il ne faut surtout pas arriver avec des idées préconçues, en se documentant en cherchant des exemples de centres d'information qui vous plaisent ailleurs, etc., de faire un book des plus beaux projets que vous pouvez trouver. Et vous partez avec la tête vide, avec une feuille vide, et vous allez chercher les informations tout simplement sur le lieu d'intervention. Donc comment est-ce que l'on procède? On va rassembler les artisans du lieu. Donc là, dans les deux cas, on était dans vraiment des petites villes de quelques milliers d'habitants. On va rassembler les artisans, les charpentiers, les maçons. On leur paye une journée de travail pour ne pas les pénaliser dans leurs activités économiques. Et on leur fait, sur une journée, on leur fait sortir de leur village qu'ils connaissent bien tout ce qu'il y a de génial en termes de construction. Alors pour procéder à ça, le matin, on leur fait d'abord une petite présentation quand même, c'est ce que vous voyez ici en salle, de principes versus. On n'appelle pas forcément ça versus, on leur présente des images en disant voilà, l'architecture,
Ça peut être des lieux confortables, ça peut être des matériaux, ça peut être de la mise en œuvre, ça peut être plein de choses. Et ensuite, le moment le plus important, c'est qu'on les lâche par petits groupes avec des appareils photo ou avec des smartphones aujourd'hui pour qu'ils partent à la chasse à l'intelligence constructive. Alors, on crée des petits groupes. Par exemple, on va dire, vous êtes le groupe, tout ce qui est environnement des bâtiments, qu'est-ce qui peut être intelligent au niveau des vérandas, de l'ombre, des arbres, etc. Après, on va faire un groupe fondation, on va faire un groupe les murs et les finitions, un groupe sur les portes, un groupe sur les toitures. Et donc, chaque groupe part à l'intelligence. Et ce qui permet quelque chose qu'on ne peut pas, nous, architectes, faire, c'est-à-dire de rentrer dans toutes les maisons. Eux, en quelques heures, ils reviennent avec tout, parce qu'ils connaissent l'intérieur des maisons. Ils ont été chez les uns chez les autres. Ils savent qu'un tel a fait un super plafond. Ils savent que telle maison est plus fraîche que l'autre, etc. Et donc, nous, en tant qu'architectes, on les suit. On documente, on suit certains groupes. On essaie de documenter. On essaye de capter d'autres choses. Vous pouvez aller aussi, il n'y a pas que les artisans qui savent, il y a aussi les chèvres, les chats, les chiens. Ils savent très bien quels sont les endroits les plus confortables dans un village. Essayez de regarder où est-ce qu'ils dorment, à quel endroit. Et là vous posez des questions et vous réalisez qu'ils ont réussi à capter un bout de courant d'air, un bout d'ombre. Et donc là aussi, vous documentez tout ça. Et à la fin de la journée, on fait une restitution. Donc, en général, de manière pratique, on organise un repas. Et pendant que les gens mangent, on récupère toutes les photos de tous les groupes et on essaie de faire pas un PowerPoint, mais au moins un diaporama. Et quand les gens ont fini de manger, on les assoit sur leur chaise. Ils digèrent en regardant les présentations des uns des autres. Et donc, chaque groupe va présenter ça. On trouve que c'est super intelligent. Et puis, il se crée un débat entre eux. Et puis, à la fin, on essaie de trouver consensus en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous décidez pour les murs? Est-ce qu'il y en a qui vont dire... il faut absolument que ce soit en parpaing, et l'autre il va dire bah non, la terre c'est plus frais. Et il se crée un débat et puis voilà, on prend la décision. Et à la fin de la journée, le plan n'est pas fait, mais il y a tellement de contraintes finalement qui s'imposent à vous sur le projet qu'il a quasiment sa forme définitive. Donc les contraintes là sur les projets, par exemple, ça va être des portées. Si vous voyez que tous les bâtiments font entre 3,50 m et 4,50 m, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être que la portée des bambous impose cette portée-là. Si les murs font telle hauteur, c'est peut-être parce qu'ils n'utilisent pas d'échafaudage, qu'ils grimpent simplement sur des bidons. Donc vous vous dites, tiens, je ne vais pas faire des murs à 4 mètres puisqu'ils s'arrêtent à 3,50 m, etc. Et quand vous mettez tous ces éléments ensemble, vous faites une première esquisse le lendemain, que vous allez retrouver vos artisans, et là, vous pouvez faire des petits réglages. Mais en gros, en 2 jours, vous avez votre plan de fait. Donc on n'est pas sur des aéroports ou des hôpitaux, des plans super complexes. On est sur des choses très simples. Mais voilà comment nous, on procède. Là, il y a Arnaud Miss, celui qui a fait la conception de ce bouquin, qui a fait les dessins dont on voyait tout à l'heure, là qui m'avait accompagné sur le plan de Kilwa en Tanzanie, qui lui est très rapide en SketchUp aussi, et donc il arrivait à avoir un dialogue avec les artisans grâce à SketchUp. Donc tous ces artisans qui font de l'architecture, qui font des trucs comme ça dans leur village, mais qui ne sont pas capables de faire de plans, qui ne font pas de dessins, etc., on peut dialoguer avec eux pour améliorer les détails. Donc, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture, c'est vraiment plus le processus qui m'intéressait. Donc, voilà, donc ça c'est le plan du premier, qui est un bâtiment tout en longueur, qui est tout en pierre. Voilà, on n'est pas des psychopathes de la terre, c'est pas parce qu'on adore la terre qu'on fait de la terre partout. Il y a des endroits où la terre finalement ne s'impose pas parce qu'il y a plus de pierre au niveau local, ce qui était le cas sur ce bâtiment-là. Et on a utilisé la terre uniquement sur des enduits de finition parce qu'il fallait faire 12 km pour trouver une terre de bonne qualité. Là, en Gambie, on est sur un bâtiment, lui, qui est en terre et qui reprend vraiment les caractéristiques des bâtiments locaux, qui sont des bâtiments très simples, avec des vérandas qui permettent à différents moments de la journée d'avoir toujours un espace à l'ombre pour profiter de la fraîcheur et du vent. Donc on est passé après, une fois que ce dessin a été fait à la main, après on est passé sur des phases de dessin plus à la machine, par mes collègues, mais qui ne sont pas forcément nécessaires dans certains cas.
pour les architectes ou c'est des plans qu'on servi sur place pour... Ouais. Oui, alors, est-ce qu'ils savent les lire? Après, on était là sur le chantier. Il y avait donc soit moi-même, soit ma collègue Nuria Sanchez, qui est une architecte espagnole, était là même plus de temps que moi pour superviser le chantier, donc pour faire le tracé au sol, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient capables de lire. Donc, nous, ça nous a servi, comme on travaillait loin, qu'il fallait organiser le chantier, ça nous a servi surtout à faire les métrés, à passer par l'outil Excel, avoir tous les métrés de bois, etc. Et nous organiser. Mais c'est pas tous les maçons, là, on ne pouvait pas leur confier les plans. Sur des dessins de charpente, des choses comme ça, là, les charpentiers, oui, ça dépend vraiment d'un projet à l'autre. Voilà. Donc ça donne des projets très simples. Quelque chose qui est intéressant aussi quand on intervient dans un lieu qu'on ne connaît pas, c'est d'essayer de penser à des phasages. Donc, par exemple, le bâtiment en Gambie, il a été fait en 2 fois, ce qui nous a permis de rattraper des erreurs sur la première phase. Sur la première phase, on pensait par exemple que cette véranda ici, la dépassée de toiture, on pensait qu'elle était suffisante pour protéger des vents d'ouest, des vents d'est. Et en fait, après la première saison des pluies, tous les enduits étaient délavés, malgré les 1,50 m de dépassée de toiture. Je ne sais pas si on la voit bien, on ne la voit pas là. Et donc en deuxième phase, on a mis un espèce de caillebotis en bois pour protéger ça. Et surtout, en deuxième phase, on a remplacé le mur qui fait vraiment face à l'est ici par de la pierre. L'idée aussi, quand on passe par des systèmes comme ça de conception avec ce que les gens savent faire, c'est que, ils peuvent dupliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de triche. Quand on voit un poteau comme ça, on ne sait pas finalement, on ne peut pas le dupliquer tel quel parce qu'on ne sait pas combien il y a de fer, à quel endroit ils sont. Il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur. Et c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Ce qui est magnifique aussi dans les architectures vernaculaires, c'est qu'elles ne mentent pas. C'est-à-dire qu'elles sont honnêtes. On peut quasiment dupliquer tout ce que l'on voit. Il y a rarement des choses cachées. Alors, il peut y avoir des chaînages en bois, des choses dans la maçonnerie, mais bien souvent, elles sont très simplement telles qu'on les voit, c'est telles qu'elles sont construites. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des matériaux. Là, c'est les pêcheurs qui ont amené des bouts de filets de filets de pêche qu'ils n'utilisaient plus parce qu'ils étaient trop petits, trop déchirés. Donc, ils ont voulu les mettre dans les enduits, on les a laissés faire. Donc, c'était aussi une dimension qui est intéressante sur tout ce qui est chantier vernaculaire, c'est qu'ils sont ouverts au public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme chez nous, une palissade où on ferme, interdit au public, et finalement, on ne peut rien apprendre si on n'a pas le diplôme d'architecte ou le diplôme de maçon. Si on n'a pas accès au chantier, on n'a pas accès au savoir. Et là, sur les chantiers vernaculaires, tout est ouvert et souvent, les gens viennent contribuer et proposer des idées. Les impacts socio-économiques aussi, par exemple, sur les plafonds, dans les 2 projets, on a utilisé des nattes. Dans un cas, ça c'est des nattes de Tifa, donc c'est un espèce de roseau, et dans l'autre cas, c'est des nattes de raffia, de feuilles de palmier. Mais c'est énormément de travail pour les femmes, mais c'est aussi un impact très fort, qui est beaucoup plus fort que celui d'acheter des feuilles de contreplaqué. Éviter tout ce qui est matériaux industriels. Voilà. Tous les détails, par exemple le fait de faire un plafond lourd à l'intérieur pour couper de la toiture, ça aussi c'était quelque chose qu'on a trouvé dans une maison dans le village, que nous ont montré les villageois, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Voilà. Et donc le levier économique aussi, ça peut être plein de choses. Donc bien sûr, le tourisme est un levier économique, mais quand on vient intervenir aussi, on peut faire d'énormes dégâts au niveau économique si on vient construire avec des matériaux entre guillemets de chez nous. Bien souvent, quand on intervient en Afrique, les gens, au départ, si on venait intervenir, si on avait construit ça, par exemple, sans passer par la phase de concertation avec les artisans, les gens nous auraient jetés, nous auraient dit « Mais comment vous venez d'Europe pour construire en terre ? Alors que chez vous, vous construisez en béton, et c'est hors de question, quoi. Vous nous faites un bâtiment Et j'ai eu le problème d'ailleurs en Tanzanie. Le responsable de l'urbanisme de cette petite ville, il voulait absolument pas que je construise en pierre. Il voulait que je construise en bloc de pierre. Et donc, j'ai entre autres réussi à le convaincre avec des publications, en venant avec le livre de Dominique Gozin-Muller là, sur des projets contemporains en terre, en pierre. Je lui ai dit, mais ça, c'est le top du top aujourd'hui. Tout le monde veut construire en matériaux locaux. Et donc, au bout de discussions, il a fini par céder. Donc, les artisans étaient d'accord, mais le responsable patrimoine, il voulait pas de l'urbanisme, il ne voulait pas qu'on construise en matériaux locaux.
Donc voilà, toute intervention va avoir un impact. Si vous faites un bâtiment dans lequel les gens se reconnaissent et sont capables de dire, bah, tiens, ce plafond, c'est l'idée que j'ai apportée, cette fenêtre, c'est l'idée que j'ai apportée, et ben ils vont continuer à construire et continuer à être fiers de leur architecture vernaculaire. Là, on le voit par exemple sur le bâtiment de Tanzanie. Il y a, sur tout l'argent qui a été injecté, il y a eu 57% que de main-d'œuvre et 32% de matériaux locaux, et c'est-à-dire encore de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des gens qu'on a payés pour aller chercher des pierres, des gens qu'on a été payés pour aller chercher couper du bois. Et donc, le total, le cumul de ces deux, ça fait 89%, ouais, un petit peu moins parce qu'il y a 1000 euros qui traînent, mais plus de 80% qui sont de l'argent injecté dans le lieu. Donc ça, c'est très important. Si vous avez un budget de 10 000 euros pour construire quelque chose quelque part, si sur ces 10 000, vous arrivez à faire que 8 000 euros restent dans la poche des gens et dans le circuit de l'économie locale, c'est très fort. Peut-être qu'en achetant, si on avait mis à la place de la paille, on avait mis de la tôle, et ben, peut-être sur les 10 000 euros, il y a peut-être 3 000 euros qui seraient partis en Chine. Donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Ce qui est parti à l'étranger en matériaux extérieurs, c'est toutes les chinoiseries, c'est-à-dire les interrupteurs, les fils électriques, des choses qu'on ne peut pas faire avec des feuilles de palmier. Encore une fois, on est sur des bâtiments très simples, hein, il n'y a pas de vitres, c'est que des volets en bois. Voilà. On a essayé de valoriser l'architecture locale aussi à l'intérieur en mettant des posters dans les deux projets. Le chantier était toujours ouvert au public, encore une fois. Là, il y avait une pancarte qui invitait les gens à venir. Et puis, il y a plein de... comme chez nous, les petits vieux, ils restent derrière la palissade, ils regardent les chantiers, les grues tourner. Là, ils rentraient carrément dans le chantier pour nous dire qu'on faisait n'importe quoi, ou que c'était bien, ou qu'il faudrait changer ci, ou changer ça. Et de laisser libre place aussi à l'improvisation et aux transformations, c'était important. On a réutilisé certains éléments aussi qu'on a pu trouver sur des maisons en ruine. Hop. Voilà. Et en fait, là, il y a un petit dessin, il y a un petit jeu un peu contemporain sur les ouvertures. Donc ça, c'est l'apport de mon collègue Arnaud Miss. Mais si on regarde chaque détail constructif, c'est exactement ce qu'ils font déjà. Et donc l'idée, c'est vraiment de partir du vernaculaire, de le reproduire en partie, mais en améliorant certains aspects pour que ça colle avec les besoins contemporains. Et voilà, ça c'est le détail des caillebotis pour couper la pluie qu'on a rajouté après une seconde phase. On a essayé de faire aussi ça aussi c'était lié par rapport à toute la pêche des idées, c'est de voir comment là c'est des bâtiments qui sont faits pour les touristes. Les touristes, ils sont jamais, peut-être qu'à Rouen dans les rues, ils sont là 24 heures sur 24. Mais là, dans ces sites-là, ils étaient plutôt de manière ponctuelle dans la journée, c'est-à-dire qu'ils débarquaient vers 10-11 heures de la matinée, et puis à 4-5 heures, il n'y avait plus de touristes, ils rentraient à l'hôtel. Et donc, ne pas faire un bâtiment aussi qui soit que pour les touristes. C'est-à-dire qu'en fin de journée, que les enfants qui sortent de l'école puissent aussi venir profiter du bâtiment, de l'esplanade qui était devant. Il y a eu des usages aussi qu'on n'avait pas du tout anticipés, mais tout ce qui était marche, etc. Le matin, c'est les pêcheurs qui préparaient leur filet. Ensuite, il y avait les femmes qui attendaient les pêcheurs qui revenaient du fleuve pour apporter leurs poissons. Donc il y a eu des usages comme ça qui étaient inattendus, qu'on n'avait pas anticipés. Mais quand on fait des espaces extérieurs comme ça confortables, ça peut aussi favoriser des choses. Voilà. Alors, Versus Plus, ce qu'on est en train de préparer, donc dans quelques mois, il y a une nouvelle plaquette qui va sortir et qui en fait sont un récapitulatif des principaux outils que les enseignants et chercheurs de Versus et même d'autres personnes ont pu développer et qui s'adressent à des tas de publics très différents. Ça peut être à des enfants, ça peut être à des étudiants, à des chercheurs, à des professionnels du patrimoine. Il y a plein de cibles possibles. Et là, je vous montre simplement la page du tableau récapitulatif de ces 20 outils. Et donc ça sera disponible très, très bientôt. Et ça sera accompagné aussi d'un autre gros livre qui sera également téléchargeable avec plein d'articles sur les usages possibles de la roue Versus et de l'outil Versus. Voilà. Donc ça, c'est les liens. Encore une fois, vous pouvez utiliser ces liens pour retrouver, mais elles sont très faciles à trouver, ces plaquettes.
Et si vous voulez en savoir plus sur Crater aussi, il y a une newsletter qui est facile à trouver sur Internet, sur nos activités régulières. Voilà. Je vais m'arrêter là et laisser un peu de place soit aux vacances, soit aux questions. Merci à vous pour votre écoute religieuse. Vacances. Merci à vous. Merci Guillaume. Voilà, bah écoutez, moi je pense que c'est juste un petit mot pour conclure aussi ce semestre, j'en profite, enfin sauf si vous avez des questions, mais vous aviez l'air un peu timide. Tout ça c'est un peu une ouverture, hein, on l'espère, vous êtes en deuxième année, j'espère que ça va vous accompagner cette conférence, puis cet enseignement de manière plus générale un peu à long terme, hein. Il y a plein de choses à apprendre, à réfléchir pour la suite. Je trouve aussi que pour le dossier que je vous demande de faire, cette idée de réfléchir à comment tout ce travail que vous allez faire sur vous, une architecture vernaculaire en lien à son milieu, cette étude, hein, cette analyse, la conclusion, j'espère que ce que vous a présenté Sébastien aujourd'hui va vous amener aussi à réfléchir, à faire une conclusion intéressante à ce travail-là, c'est-à-dire une ouverture sur qu'est-ce qu'on pourrait, en tant qu'architecte, faire dans cet endroit-là. Et finalement, ça me fait aussi réfléchir que moi, je vous ai proposé de réfléchir, vous, en tant qu'architecte, concepteur, auteur, avec un grand A majuscule, mais en réalité, vous pourriez aussi réfléchir à la posture en tant qu'architecte, votre manière de travailler dans cet endroit-là. Est-ce que c'est nécessairement en tant que concepteur qui va dessiner dans son coin ou comment toute la richesse sociale, culturelle peut aussi être mobilisée. Et là, je trouve que les exemples que tu nous as montrés de conception d'intelligence collective, c'est quand même vraiment, vraiment génial. Voilà, je trouve que c'est des très belles pistes aussi pour vous en tant que praticien plus tard, de voir comment faire et pas être seulement derrière AutoCAD ou aujourd'hui le BIM derrière son ordinateur. En plus, c'est plus facile. C'est vraiment des techniques de paresseux, quoi. C'est piquer les idées des autres. L'intelligence collective, on appelle ça de manière positive. Bon, mais merci encore. Merci de m'avoir fait venir ici. Bonne suite. Bon week-end. Ouais, c'est génial.